بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers étudiants, donc nous allons aujourd'hui entamer l'enregistrement du chapitre qui porte sur la dynamique du solide. Nous allons énoncer le principe fondamental de la dynamique et quelques théorèmes généraux. Nous allons aussi définir un nouveau type de torseur, donc on va appeler torseur des forces appliquées à S. S est un système ou un solide. Bon, déjà, nous avons vu trois types de torseurs: torseur cinématique, torseur cinétique, torseur dynamique. Et là, on va voir le torseur des forces appliquées à S. On va commencer par la résultante. Donc, pour cela, donc, on va considérer notre système ou notre solide qui est soumis à différents types de forces, donc des forces ponctuelles qui sont exercées au point MI, des forces surfaciques qui sont exercées sur un élément de surface et des forces volumiques qui sont exercées sur un élément de volume. Alors, la résultante, ça va être tout simplement la somme. Alors, les forces discrètes, donc on suppose qu'elles sont nombre fini, donc on va faire une sommation discrète. Pour les forces volumiques et surfaciques, donc on va intégrer, puisqu'il s'agit des distributions qui sont uniformes. Moment résultant en O. Alors, donc, on va s'intéresser au moment en O des forces agissant sur S. Alors, on écrira de manière générale pour un système soumis à des forces volumiques, surfaciques et ponctuelles. Le moment en O des forces agissant sur S, ça va être la somme des moments des forces ponctuelles plus la sommation continue des moments des forces volumiques et des moments des forces surfaciques. Alors, notez ici que MI, c'est le point d'application de la force ponctuelle FMI. M, c'est le point d'application de la force volumique et M', c'est le point d'application de la force surfacique. Mais à ces moments-là, donc, on ajoute un terme qui caractérise un moment d'un couple, lorsque ce moment existe. Bon, en général, ce moment est nul, mais des fois, c'est-à-dire lorsque toutes les forces appliquées sont nulles, la résultante du torseur est nulle et le torseur est un couple. Son moment, ça va être cette quantité que nous avons définie ici. Alors, on ajoute ce moment lorsqu'on voudrait calculer les moments des forces agissant sur S par précaution. Alors, quand ce moment existe, donc on le précise, on dit que nous avons, par exemple, un solide qui est soumis à un couple dont le moment est gamma. Alors, lorsque vous allez calculer les moments des forces, il faut ajouter ce terme gamma. Alors, si on prend une autre origine pour calculer le moment résultant, on obtient facilement cette relation-là. Le moment en O' des forces agissant sur S est égal au moment en O des forces agissant sur S plus la résultante des forces multipliée vectoriellement par O'. Alors, quand on analyse cette relation-là, donc on constate que nous avons une relation de transfert. Et par conséquent, on a défini un champ de force auquel on associe un torseur. C'est le torseur des forces agissant sur S. Alors, dans les éléments de réduction, on a un point A tout à fait quelconque sont la résultante. C'est tout simplement la somme de toutes les forces exercées sur S. Et le moment en A, donc c'est la sommation de tous les moments plus un éventuel moment de couple. Donc,
qu'on ajoute dans le cas où il n'est pas nul. Donc, la classification des forces. Alors, dans cette classification, on va distinguer les interactions de chaque point du système S avec les autres points du système. Alors, ces types de forces, donc on va tout simplement les appeler des forces intérieures. Et puis, les forces exerçant sur les points du système et dues à des éléments extérieurs à S. Donc, ces forces, on va les considérer comme des forces extérieures. Alors, de ce fait, le torseur des forces agissant sur S peut être décomposé comme suit, c'est-à-dire comme la somme de deux torseurs, le torseur des forces intérieures agissant sur S plus le torseur des forces extérieures agissant sur S. Le principe fondamental de la dynamique, on l'appelle aussi axiome de la dynamique. Bon, là, c'est une forme de principe fondamental de la dynamique qui est plus générale que celle que vous avez vue lorsque vous avez étudié la dynamique du point. Alors, on admet l'existence de repères privilégiés, des repères absolus, bon, c'est le repère RU, et une chronologie de temps absolu. Bon, nous avons vu qu'en mécanique classique, le temps est absolu. Il ne dépend pas du repère et ceci est d'autant plus vrai que les vitesses des solides sont très petites devant la célérité de la lumière. Alors, dans tout mouvement d'un système matériel rapporté à ses repères universels et temps, le torseur dynamique est équivalent au torseur des forces extérieures. Donc, voilà la forme du principe fondamental de la dynamique. Dans ces repères privilégiés, le torseur dynamique de S par rapport à RU est égal le torseur des forces extérieures agissant sur S. Et cette égalité est valable à chaque instant. Alors, si vous avez l'égalité de deux torseurs, donc vous avez l'égalité des résultantes, bon, M gamma de G par rapport à RU, c'est la résultante du torseur dynamique, et la résultante des forces agissant sur S, c'est la résultante du torseur des forces. Et on obtient donc un théorème, c'est le théorème du centre de masse. Bon, on a aussi l'égalité des moments. Le moment dynamique en A est égal au moment en A des forces extérieures agissant sur S. Donc, on obtient le théorème du moment cinétique. Alors, je reviens à cette remarque. Alors, compte tenu des approximations tolérées, on peut considérer comme absolu des repères terrestres, c'est-à-dire tout repère de laboratoire ou repère fixe sur la Terre peut être considéré comme un repère privilégié. Alors, ces repères, donc, on a pris l'habitude de les appeler des repères galiléens. Alors, on remarquera que les forces intérieures à un système matériel n'apparaissent pas dans la loi fondamentale de la dynamique. Ce qui sous-entend que le torseur des forces intérieures à un système matériel est nul. Donc, on va le montrer un peu plus tard. Donc, torseur des forces intérieures agissant sur S est égal le torseur nul. Alors, théorème des interactions ou théorème de l'action et de la réaction. Alors, on va considérer le système matériel S formé de deux solides disjoints, S1 et S2, et notre système, c'est l'ensemble de ces deux solides. Donc, c'est S1 union S2, avec S1 inter S2 est égal à l'ensemble vide. Donc, on voit bien sur le schéma que les deux figures sont disjointes, c'est-à-dire elles ne se touchent pas. Alors, dans ce cas-là, le torseur des forces extérieures agissant sur S, ça va être le torseur des forces extérieures à S agissant sur S1, plus le torseur des forces extérieures à S agissant sur S2. Bon, c'est assez trivial. Bon, maintenant, si on appelle, si on considère le torseur des forces, des efforts exercés par S1 sur S2,
torseur des efforts exercés par S1 sur S2 et le torseur des efforts exercés par S2 sur S1. Alors, si notre système c'est S, ce torseur-là, ces deux torseurs-là vont être comptabilisés dans les forces, les torseurs des forces intérieures. Bon, si notre système étudié c'est S1, alors le torseur des actions de S2 sur S1 vont être comptabilisés comme des forces extérieures. Alors, là, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique à S1 et S2 séparément. Alors, si je considère juste S1, alors le torseur dynamique de S1 par rapport à RU, c'est le torseur des forces extérieures à S1 agissant sur S1. Alors, ce torseur, c'est quoi? C'est le torseur des forces extérieures à S, ce système que nous avons défini agissant sur S1, mais là, je dois comptabiliser le torseur des efforts exercés par S2 sur S1. Donc, je dois le comptabiliser ici avec les forces extérieures. Si on considère S1, le solide S1, tout seul. La même chose, c'est-à-dire si on considère le solide S2, j'applique le principe fondamental de la dynamique. Le torseur dynamique de S2 par rapport à RU est égal au torseur des forces extérieures à S2 agissant sur S2. Et ce torseur, donc, on le sépare en deux torseurs. Le torseur des forces extérieures à S agissant sur S2, celui-là, mais je dois prendre en considération le torseur des efforts exercés par S1 sur S2 qui va être comptabilisé dans le torseur des forces extérieures puisque le système étudié c'est S2. Maintenant, si on fait la somme, donc on va voir le torseur dynamique de S par rapport à RU, c'est le torseur dynamique de S1 par rapport à RU, plus le torseur dynamique de S2 par rapport à RU. Et donc, c'est le torseur des forces extérieures à S. Bon, si je reviens ici, torseur des forces extérieures agissant sur S1 plus le torseur des forces extérieures agissant sur S2, c'est tout simplement le torseur des forces extérieures agissant sur S. Mais il nous reste la somme de ces deux torseurs. Alors, cette somme doit être nulle, c'est-à-dire le torseur des actions de S2 sur, agissant sur S1 plus le torseur des actions de S1 sur S2, cette somme doit être nulle, bon, pour satisfaire le principe fondamental de la dynamique. Et donc, le torseur des efforts exercés par S1 sur S2 et le torseur des efforts exercés par S2 sur S1 sont opposés dans le cas où les systèmes matériels S1 et S2 sont disjoints. Conséquence, c'est-à-dire ces deux torseurs, le torseur des actions de S1 sur S2, la résultante des actions de S1 sur des forces donc, la résultante des actions de S1 sur S2 est également la résultante des actions de S2 sur S1 et le moment en A des actions de S1 sur S2 est égal moins le moment en A des actions de S2 sur S1. Voilà, donc ça résulte du fait que la somme de ces deux torseurs est égale au torseur 0 et si la somme des deux torseurs est égale au torseur nul, ça veut dire que ces deux torseurs ont des résultantes qui sont opposées et des moments aussi qui sont opposés. Alors, le temps de torseur des forces intérieures à un solide S. Alors, c'est l'ensemble des actions mutuelles entre les divers points M appartenant à S. Alors, bien évidemment, donc, ces actions assurent la propriété de rigidité du solide et vous aurez, bon, toujours d'après le principe de l'action et de la réaction, le torseur des forces intérieures agissant sur S est égal au torseur nul. Bon, maintenant, si on considère un système matériel, alors on peut décomposer ce torseur en la somme de deux torseurs, c'est-à-dire le torseur des forces intérieures à chaque solide SI de S et le torseur des actions mutuelles entre tous les solides de S. Ça veut dire, si on considère S est égal à l'union de tous ces
c'est solide. Le torseur des forces intérieures à S. Bon, là, je fais la somme des torseurs des forces intérieures à chaque solide, plus la sommation des I différents de J, des actions de SI sur les SJ. Alors là, puisqu'il s'agit d'un solide, alors ce torseur, nous avons vu que le torseur des forces intérieures insolides, c'est le torseur nul. Mais ces torseurs-là, donc on peut les regrouper 2 à 2, c'est-à-dire si on fait la somme torseur des actions de SI sur SJ plus le torseur des actions de SJ sur SI, donc on va trouver nul d'après le résultat qu'on vient de voir tout à l'heure. Et donc, finalement, le résultat final, ça va être le torseur nul. Et donc, qu'il s'agisse d'un solide ou d'un système, on va avoir toujours le torseur des forces intérieures est égal le torseur nul. Alors, changement de repère galiléen. Alors, on va considérer le repère RU. Alors, ces repères universels, donc on va les considérer comme des repères absolus. Et R, indice R, repère relatif, donc un repère tout à fait quelconque. Alors, de la loi de composition des accélérations, donc on déduit le torseur dynamique de S par rapport à RU bon, est égal au torseur dynamique de S par rapport au repère relatif, auquel on doit ajouter les deux torseurs, torseur dynamique d'entraînement et le torseur dynamique de Coriolis. Donc, ça provient directement de la loi de composition des accélérations. Alors, pour le torseur dynamique d'entraînement, donc il est défini par sa résultante, bon, c'est la somme des gamma d'entraînement dm, et par son moment en haut, c'est la somme, bon, qui est une intégrale OM, multipliée vectoriellement par gamma d'entraînement de m dm. Ça, c'est le torseur dynamique d'entraînement. Et l'autre torseur dynamique de Coriolis, donc on le définit d'une manière similaire. Donc, il suffit de remplacer gamma d'entraînement par gamma de Coriolis, gamma d'entraînement par gamma de Coriolis. Alors, voilà, si on applique le principe fondamental de la dynamique dans RU, bon, on va voir, donc on va rappeler le théorème que nous avons déjà vu. Le torseur dynamique de S par rapport à RU est égal au torseur des forces extérieures agissant sur S. Alors, ce torseur dynamique de S par rapport à RU, donc on va le remplacer par la somme de ces trois torseurs. Et de là, donc, on va déduire que le torseur dynamique de S par rapport au repère relatif est égal au torseur des forces extérieures auquel on doit retrancher le torseur dynamique d'entraînement ou le torseur dynamique de Coriolis. Alors maintenant, on sait si on travaille dans un repère qui est tout à fait quelconque, lorsqu'on applique le principe fondamental de la dynamique dans un repère tout à fait quelconque, donc il ne faut pas oublier de soustraire ces deux torseurs des torseurs des forces extérieures agissant sur S. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va chercher un repère RG tel que la somme de ces deux torseurs, torseur dynamique d'entraînement et le torseur dynamique de Coriolis est égal au torseur nul, de telle sorte que on aura la même définition du principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire on va avoir le torseur dynamique de S par rapport à RG va être égal au torseur des forces extérieures agissant sur S. On ajoute G, c'est pour voir par la suite que ces repères-là, donc on va tout simplement les appeler comme des repères galiléens. Alors, ceci est particulièrement vrai si les deux torseurs sont nuls, c'est-à-dire le torseur dynamique d'entraînement et le torseur dynamique de Coriolis sont tous les deux nuls. Alors, le torseur dynamique de Coriolis est égal à 0, particulièrement si gamma de Coriolis de M est égal à 0. Bon, si vous revenez à la définition de ce torseur-là, si gamma de Coriolis en M, quel que soit M appartenant à S est égal au vecteur nul, le torseur dynamique de Coriolis va être nul. Or, gamma de Coriolis de M, c'est 2 fois
oméga de RG par rapport à RU multiplié par la vitesse de M par rapport à RG. C'est-à-dire, on considère ici le repère RG comme un repère relatif et le repère RU comme un repère absolu. Et ceci est vrai quel que soit le point M appartenant à S. Donc, de là, on peut déduire que le oméga de RG par rapport à RU doit être égal à 0. Donc là, il manque quelque chose. Donc, il est égal le vecteur nul. D'accord? Donc, pour avoir ici 0, quel que soit M appartenant à S, donc il faut que le oméga de RG par rapport à RU soit le vecteur nul. Et de là, donc, on peut déduire que le RG est en translation par rapport à RU. De même, alors, donc, on a déjà RG en translation par rapport à RU. C'est-à-dire le oméga de RG par rapport à RU est égal au vecteur nul. Alors, de même, le torseur dynamique d'entraînement est égal au torseur nul, en particulier si gamma d'entraînement de M est égal à 0. Mais qu'est-ce qui nous reste dans gamma d'entraînement de M, puisque ce vecteur oméga est nul, sa dérivée est nulle, et le gamma d'entraînement, c'est tout simplement le gamma de l'origine du repère relatif par rapport à RU, et ce gamma doit être nul. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse de l'origine du repère RG par rapport à RU doit être un vecteur constant. Et donc, RG est en translation rectiligne uniforme par rapport à RU. Alors, je récapitule. C'est-à-dire, si RG est en translation par rapport à RU, ce n'est pas suffisant. Donc là, cela va nous donner oméga de RG par rapport à RU est égal à 0. Mais on va avoir toujours ce gamma de OG par rapport à RU qui va représenter l'accélération d'entraînement. Alors, il faut que cette accélération soit nulle. Donc, pour que tous les deux torseurs, torseur dynamique d'entraînement et le torseur dynamique de Coriolis, il faut qu'ils soient des torseurs nuls. Donc, en conclusion, si le repère RG est en translation rectiligne uniforme par rapport à RU, alors dans ce cas-là, on peut appliquer de manière pareille le principe fondamental de la dynamique par rapport ou dans le repère RU ou dans le repère RG. Alors, conclusion, les torseurs dynamiques d'entraînement et de Coriolis sont nuls dans les repères RG animés d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à RU, par rapport à ce repère universel. Alors, ces repères sont appelés galiléens. Donc, c'est une définition qui n'est pas nouvelle pour vous. Vous l'avez déjà vu, donc, mais là, c'est tout simplement sous une autre forme. Donc, sur ce, donc, j'arrête l'enregistrement de cette première partie.